Plaisir à accueillir M. François Hollande, président de la République. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous retrouver ici dans la salle La Mayette pour inaugurer le pôle d'énergie renouvelable d'Iger. Pôle qui témoigne de la volonté forte des acteurs locaux, publics ou privés, qui se sont réunis dans une salle, de se fédérer pour créer un projet innovant et structurant qui contribuera, je n'en doute pas, au développement économique futur et durable du pays de la République. Je vais laisser la parole à M. Grégoire Super, président fondateur de la SEM Niger. Je vais rassurer certains, je ne suis candidat à rien. Bien, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, cher Président de la région Bretagne, Monsieur le Président de l'ADEME, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les riverains du village du Parcours, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est ici, en tant que maire de Locminé et de président de la SEM Niger, que j'ai le plaisir de vous recevoir sur le site d'Iger, premier site industriel décarboné en Europe. L'Iger, c'est déjà une longue histoire, beaucoup de travail, d'abnégation et d'énergie. Énergie humaine renouvelable, qui nous a guidés avec une ligne directrice constante, à savoir la réduction des émissions de CO2 sur notre territoire. L'histoire débute en 2010. Et quelle histoire! Un territoire, c'est la vie. Cette vie, c'est la rencontre de différents acteurs qui la composent et qui se réunissent et s'unissent autour de projets qui servent l'intérêt commun. Ces projets sont la clé du dynamisme et du bien-vivre ensemble. Cette histoire est partie d'un constat et d'une réflexion. Un constat, des projets de construction de bâtiments publics émergeaient sur Locminé, un centre aquatique, une salle multifonction. Une réflexion, un territoire, ce sont des ressources. Un potentiel de ressources entre les bouts de notre station d'épuration industrielle, mais aussi des matières organiques suffisantes et diversifiées pour construire une unité de production d'énergie renouvelable, une chaudière à bois, une méthanisation, et pourquoi pas les deux, afin de chauffer ces futurs équipements en diminuant totalement l'empreinte carbone. Une décision, il fallait absolument prendre un très bon café avant de se lancer dans cette histoire, que dis-je dans ce roman. Et c'est vrai, en plus, on a pris de café. Très vite, nous avons engagé une étude de gisement, calculé le pouvoir méthanogène des produits, évalué nos possibilités de valoriser le digestat sans faire la course au plan d'épandage supplémentaire. Notre but était de développer un site de taille raisonnée, raisonnable et surtout intégré à notre territoire. Un projet plein de bon sens, innovant certainement, mais surtout techniquement responsable, respectant les capacités d'épandage et le traitement des excédents pour notre station d'épuration. C'est pourquoi nous avons décidé de limiter le site de valorisation de la biomasse à 60 000 tonnes et d'y associer une chaudière pour une biomasse bois en complément. Ce couplage aux multiples avantages, jusque-là inédit, fera l'objet d'un brevet en 2012. Ce brevet est issu d'un projet nommé Embryon, une vision différente de la biomasse, de la méthanisation, dans un monde différent, dans un monde qui change. Les contours du projet étaient ainsi définis, il nous fallait mettre en œuvre l'outil juridique le plus efficient possible pour arriver à nos fins, mais aussi pour penser le développement local différemment. Analyser les contraintes financières des collectivités locales pour avoir une approche globale. Pourquoi ne pas créer une société au capital majoritairement public? Pourquoi ne pas créer cet outil financier qui mixe le monde public, ses habitants, ses associations et le monde privé? Comment créer une structure le plus adaptée pour rechercher le meilleur profit au profit de son territoire et de ses acteurs? Comment attendre la réponse aux objectifs que nous sommes fixés, renforcer la cohésion de notre territoire et amplifier l'efficacité publique par ses actions? La SEM, Société d'économie mixte,
est la véritable réponse qui nous permettait également d'atteindre ces objectifs. Et en plus, permettez-moi l'expression, de garder l'argent à la maison. Elle est créée le 27 mai 2011. Merci à la Fédération des EPL pour son aide et au cabinet Avoxa pour ses conseils précieux. Voilà, le cadre était posé, et l'action s'imposait. La chaudière bois sera remise en service en 2012. Chaudière bois, biomasse bois qui fonctionne parfaitement et qui démontre que le bois d'énergie est une ressource locale, fiable et durable. Le Ligerpol, qui regroupe nos locaux d'exploitation et les salles pédagogiques à l'étage, est ouverte en décembre 2015. Le Ligerpol, comme je vous le disais, Monsieur le Président, tout à l'heure, est le socle de l'énergie humaine qui imprègne l'Iger. Le 1er juin 2015 débutent les travaux de construction de cette unité de méthanisation territoriale. Après de multiples péripéties, fautes, bananes et autres, qui n'ont fait que décupler notre énergie humaine, je peux vous dire qu'il aura fallu beaucoup d'énergie, et pas que, pour arriver à ce point de départ. À ce sujet, je voudrais remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'IGER pour leur soutien permanent, particulièrement à Michel Boulère, Paul Duclos et Bernard Rigley. Merci aussi aux autres, bien évidemment, sans oublier mon ami et président de l'Omnié Communauté, Gérard Corrignon. Le marché de la construction sous la forme d'une conception-réalisation est confié au groupe ERA. La finalisation de ce projet l'IGER, du moins dans cette première phase, et je n'en dirai pas plus, marque une étape décisive dans le développement territorial que nous imaginons. En effet, si l'outil épuratoire était un équipement indispensable dans les années 70 pour favoriser l'implantation et le développement des industries agroalimentaires, si le gaz de ville, quelques années plus tard, devenait une ressource qui favorisa le développement des territoires, aujourd'hui et encore plus demain, je reste persuadé, Monsieur le Président, que les territoires dynamiques seront ceux qui produiront leur propre énergie, offrant une économie bas carbone, symbole d'une croissance durable. Des territoires comme le nôtre, qui permettront d'offrir aux acteurs économiques des avantages compétitifs, mais aussi des avantages environnementaux, grâce au développement des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de CO2. Nous sommes ici dans l'application d'une écologie pragmatique, et surtout pas dogmatique, au bénéfice du développement de notre territoire, de ses acteurs, quels qu'ils soient. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de croire que ce projet l'IGER permettra demain de conforter, mais aussi de diversifier notre structure économique en accueillant de nouvelles activités sur notre bassin. La transition énergétique n'est pas ainsi très éloignée de la transition numérique ou du développement des activités des biotechnologies ou de l'aquaculture. Comme l'écrit Jean Stone dans son ouvrage « Les clés du futur », la convergence d'Internet, de la communication, des objets fabriqués, des objets connectés et de l'énergie a le potentiel pour transformer totalement notre société sur le plan économique comme sur le plan politique. Le champ des possibles est devant nous. Je peux vous dire qu'avec la dynamique de l'équipe l'IGER, les idées foisonnent pour que l'IGER soit le moyen, soit un outil au service du développement territorial. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, l'arrivée prochainement d'une unité de gasification, investissement de près de 50 millions et porté par CHO Le Guinée va dans ce sens. Ce projet sera une nouvelle pierre de notre développement économique et inscrira Le Guinée dans le cercle vertueux du développement pour que demain, vivre et travailler au pays ne soit pas qu'un simple slogan. Nous sommes persuadés que ce modèle énergétique et écologique que nous avons engagé est aussi un nouveau modèle de développement économique et social. Notre choix a été celui du projet de territoire et non territoire de projet. À la différence de ce dernier, le projet de territoire repose sur la mobilisation de l'intelligence de notre bassin de vie qui résulte des coordinations des différents acteurs. Elle s'inscrit dans la durée avec une capacité à penser les changements et à mettre en œuvre des stratégies adaptées. Un modèle qui peut s'appliquer partout, il suffit d'avoir de l'ambition, de la volonté et le souci de l'avenir local. Pour poursuivre ce développement, j'espère, Monsieur le Président, que les pouvoirs publics sauront demain nous accompagner encore plus fortement dans la constitution de filières d'excellence pour les énergies bas carbone, dans le droit à l'expérimentation, en soutenant l'innovation,
que ce soit dans les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie, mais aussi en développant la mobilité durable, souvent oubliée dans la transition énergétique. Monsieur Le Drian le sait pertinemment, la Bretagne a des ressources organiques en nombre. Les Bretons ont besoin de se déplacer. Les feeders gaz sont présents en nombre en Bretagne. Le développement des stations gaz doit devenir une priorité de nos dirigeants politiques. La mobilité durable à travers la production du biométhane carburant que nous développons sous la marque Cargreen est un axe fort du développement pour l'IGR. Et tous ceux qui voudront nous rejoindre, même si beaucoup n'y croyaient pas à l'époque. Je vais faire une pause. Oui, c'est de l'eau. Donc pourtant, pour le gaz, le Cargreen, c'est le seul carburant qui n'émet pas de particules ni de soufre par rapport au carburant traditionnel, à savoir le gaz qu'on peut utiliser sous d'autres marques, bien sûr. Pour les poids lourds, la filière gaz est une alternative crédible au trio diesel, essence, électricité. Le bio-GNV, en plus de ses atouts environnementaux, présente également des réels atouts économiques. C'est un carburant compétitif qui apporte une réponse aux nouvelles exigences des villes et est créateur d'emplois pérennes et non délocalisables. Le gaz porté, dont nous avons approché tout à l'heure le sujet, objet de notre brevet déposé à l'INPI, projet Embryon, permettra également d'injecter dans les réseaux gaz du biométhane carburant issu de nos campagnes, pour faire rouler les citadins, les industriels, avec des déchets issus de notre agriculture. Vaste projet, il sera développé par nos équipes dans les prochains mois. Je souhaitais remercier Marc Lemercier, qui a conduit la visite tout à l'heure, directeur de l'IGR, qui est à l'initiative de ce beau projet. Merci aux actionnaires qui nous ont fait confiance. Merci aux financeurs, à la Caisse des dépôts, à BBI France, au Crédit Agricole du Morbihan et à la Banque Populaire Atlantique. Je voudrais saluer l'ensemble des personnes qui ont étudié, passé des heures sur notre dossier, examiner les données, triturer les hypothèses, expertiser les données. Merci à eux. Merci à l'Agence de l'eau pour son soutien important, qui tous les jours démontre que cette institution est précieuse dans le cadre de la reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne. Merci sincèrement à l'ADEME, ici représenté par son président Langevin. Mais je tiens également à saluer le travail de l'accompagnement de Gilles Petitjean et de ses équipes régionales. Je ne sais pas où il est, Gilles. Pardon, Gilles, si parfois avec l'IGR, ça a été difficile à suivre. Et surtout, merci pour ton écoute précieuse. Merci au conseil départemental et son président François Goulard. Merci mon cher François pour ton soutien dès la genèse du projet. Merci également à l'ensemble de tes collaborateurs qui ont œuvré pour faciliter l'avancée de notre dossier. Je voudrais également saluer notre député en retraite, qui est caché quelque part par là, mon ami, mon cher Gérard, qui a charbonné pour notre grand projet de territoire. Ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Gérard Lorjou, qui a été député et ancien premier vice-président. Et on a été bien élevés. Moi, j'ai été élu avec lui depuis 89 et on a appris à charbonner sans arrêt. Et pour ça, on charbonne tout le temps. Merci Gérard. Sincère remerciement à Jean-Yves Le Drian, notre président du conseil régional, pour son soutien. Merci, monsieur le président de la région Bretagne, d'être venu nous voir le 13 novembre. Journée qui commencera joyeuse et qui finira dans l'horreur et le traumatisme. Vous avez compris que l'IGR, dans cette Bretagne dynamique, est un exemple de la métamorphose qui s'y opère. Je tiens à saluer les services de l'État. Bien évidemment, en mémoire, l'ancien préfet du Morbihan, M. Jean-François Savy, pour son soutien précieux, mais aussi pour l'ensemble de ces personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Je voudrais, Monsieur le Président, saluer chaleureusement les femmes et les hommes qui composent vos services, vos différents services, notamment dans le Morbihan, pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur écoute. Et vous pouvez croire que c'est sincère, parce que beaucoup de gens qui sont dans la salle ici me connaissent. En général, je ne passe pas la brosse à reluire sans raison. Il est faux de dire que les services de l'État ralentissent le projet. l'IGR en est un bel exemple. Enfin, je tiens à remercier et saluer chaleureusement les femmes et les hommes de notre ville de Lacminé, nos amis et voisins du hameau du Parcours pour leur soutien,
leur compréhension et cette humanité qui fait parfois défaut dans notre société. Sans eux, nous ne serions pas ici à améliorer, avec vous, Monsieur le Président, ce grand projet de territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'Agmini, nous avons considéré la transition énergétique non pas comme une contrainte, mais une chance à saisir, en étant persuadés que l'inaction coûte et coûtera de plus en plus cher. Nous avons choisi à l'Agmini le parti de l'action, et non celui de l'immobilisme, avec d'autres projets dans les cartons, mais toujours avec un fil conducteur en tête, la réduction des gaz à effet de serre. Je ne doute pas, et c'est mon souhait, que ce projet soit force d'entraînement pour d'autres projets au bénéfice du vivre mieux, tout en préservant la planète. Et je finirai par une citation de Christian Signol, ceux qui me connaissent savent bien que j'adore les citations. Les vrais hommes de progrès ont une vision d'avenir, et l'avenir est dans les campagnes. Je me permettrai de rajouter dans nos campagnes et dans nos territoires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. C'est super, vous avez bien compris à travers vos propos que l'IGR n'était surtout pas une fin en soi, mais bien un outil au service du développement territorial que nous imaginons. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'inauguration officielle en dévoilant la plaque inaugurale. Pour cela, j'appelle sur scène Monsieur François Hollande, Président de la République, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et Président du Conseil régional de Bretagne, Monsieur François Goulard, Président du Conseil départemental du Morbihan, Monsieur Bruno Lechemin, Président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, Monsieur Pierre-Yves Allard, représentant le Président de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci, messieurs. La parole est donnée à Monsieur François Hollande, Président de la République. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves Le Drian, nous sommes aujourd'hui en Bretagne, votre région, à laquelle vous êtes si attaché, malgré vos importantes responsabilités, et nous sommes ensemble, comme toujours. Je voudrais saluer le président du conseil départemental, François Goulard, bien sûr ici les parlementaires, les élus et tous ceux qui ont à un moment accompagné ce projet. Et d'abord dire à monsieur le maire de l'Aubinet qu'il peut être fier, très fier de ce qu'il a engagé. Pour mener des projets de cette dimension dans une commune qui n'avait pas nécessairement la population et les moyens financiers pour être un exemple en Europe, il faut avoir une imagination fertile, sans doute, une audace, sûrement, mais une volonté. Et c'est celle que vous avez à chaque fois, à chaque étape, pu démontrer pour emmener, pour rassembler, pour mobiliser. Je tenais à être justement ici parmi vous pour inaugurer le centre d'IGER parce qu'il est unique en son genre, en France et en Europe. Et que la région Bretagne, que le département du Morbihan, que votre ville, la communauté aussi à laquelle vous appartenez, puissent savoir qu'il y a ici un lieu exceptionnel, un site extraordinaire, et qui vient montrer que le développement durable, l'animation économique et le bien-être peuvent se conjuguer pour faire ensemble la préparation de l'avenir. Je tenais à venir ici le 4 novembre. Pourquoi ? Parce que ce jour du 4 novembre est un jour historique. C'est en effet l'entrée en vigueur de l'accord sur le climat qui a été signé à Paris
par les chefs d'État et de gouvernement, c'était en décembre 2015, et qui vient à son terme, c'est-à-dire après tous les processus de ratification. À partir donc d'aujourd'hui, la COP 21 qui avait produit cet accord devient la loi internationale. Ce qui signifie que les engagements qui ont été pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre deviennent une obligation pour tous. Les contributions nationales qui ont été promises lors de cette réunion de Paris, cette conférence mondiale, eh bien, deviennent aussi des politiques qui doivent être mises en œuvre à partir d'aujourd'hui. Et enfin, les engagements financiers qui ont été promis devront être honorés. Pour bâtir cet accord à Paris, il a fallu du temps, beaucoup de temps. Et Laurent Fabius, à l'époque président de la COP, y a mis toute son énergie, avec Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Je me suis moi-même impliqué dans cette négociation, parce que je considérais qu'elle était pour la France, pays hôte de la conférence, une opportunité considérable, parce que ça allait être l'occasion d'une décision historique pour l'humanité. Il a fallu essayer de retrouver un consensus. Un seul pays aurait pu s'opposer à l'accord. Tous les chefs d'État et de gouvernement de la planète sont venus à Paris en ce mois de décembre. Sûrement aussi parce que les attentats du 13 avaient créé une solidarité à l'égard de la France qui pouvait être au bénéfice du monde entier. Nous sommes, et Jean-Yves Le Drian le sait mieux que quiconque, soumis à des menaces. Nous agissons à l'extérieur, nous sommes frappés à l'intérieur, nous portons des coups grâce à nos armées. Mais nous sommes aussi capables, la communauté internationale, de conjurer des menaces, mais aussi de porter des politiques pour l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, à Paris. Mais entre le moment où les chefs d'État et de gouvernement prennent une décision et le moment où les parlements ratifient, parfois il s'écoule un temps très long, des mois, des années. Par exemple, pour le protocole de Kyoto, qui avait aussi un engagement international en matière de lutte contre le réchauffement, il avait fallu 7 ans. Là, il a fallu à peine 11 mois. Jamais un accord international n'aura mis aussi peu de temps pour être ratifié. Il a fallu que les États-Unis, la Chine, les deux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, il a fallu que l'Union européenne, le Canada puissent également s'ajouter, et beaucoup de pays qui ne pèsent pas énormément sur le plan mondial, mais qui sont soumis aux catastrophes que provoque le changement climatique, puissent également se fédérer. Nous y sommes. Nous y sommes parce que la présidence française de cette COP 21 va s'achever dans quelques jours. Il va y avoir un passage de témoins au Maroc qui va accueillir à Marrakech la COP 22. Mais nous, peuple de France, nous pouvons être fiers de la mission que nous avons accomplie. Non seulement réussir à faire un accord entre les principaux pays du monde, la planète, le traduire dans les faits à travers, et dans le droit à travers la ratification, et ensuite pouvoir franchir une nouvelle étape maintenant avec les solutions. Alors je voulais être ici, à l'OCNU, pour montrer que ce que nous pouvons élaborer au plan international, ce que nous pouvons fixer comme règles qui vont devenir les lois communes de la planète, il est possible d'en démontrer la réalité. Et de faire comme vous l'avez dit, monsieur le maire, de ce que certains présentent comme une contrainte, la lutte contre le réchauffement climatique, non pas une obligation, mais un levier pour le développement économique, pour le bien-être, et même pour l'innovation et pour bâtir la société de demain.
Il nous fallait néanmoins que la France puisse aussi avoir des instruments juridiques et économiques qui puissent donner au territoire la possibilité d'agir. C'est la loi sur la transition énergétique. Elle définit une stratégie nationale bas carbone et nous permettant d'atteindre l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau du début des années 90. Ce qui exige, dans tous les secteurs d'activité, de définir une trajectoire de baisse de nos émissions. La loi prévoit également programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui veut dire la montée des énergies renouvelables. Il s'agit de doubler la capacité installée d'ici 2023. Et le président de l'ADEME est là pour nous dire que c'est non seulement souhaitable, mais possible. Et c'est l'enjeu que vous avez également relevé. Nous avons lancé les premiers appels d'offres et le déploiement des nouvelles technologies jusqu'en 2019 pourront être ainsi mises en œuvre. Nous voulions aussi que le système énergétique soit plus flexible, que nous puissions stocker de l'énergie, faire de l'autoconsommation, développer les réseaux intelligents, ce que vous avez fait exactement ici à Locminé. Pour les particuliers, parce qu'il nous faut rénover des bâtiments, il nous faut isoler sur le plan thermique un certain nombre de maisons ou d'immeubles, nous avons introduit le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Voilà, la loi, elle est là. Mais là encore, ici il y a des parlementaires, voter la loi c'est bien, l'appliquer c'est mieux. Et nous avons 90% maintenant des décrets qui sont relatifs à cette loi qui sont promulgués, qui sont publiés. Et donc, là aussi, à peine un an après son vote, nous sommes prêts. Et puis, il y a eu aussi une autre initiative qui a été prise par le gouvernement, c'est la création des territoires à énergie positive. De quoi s'agit-il? Un territoire décide qu'il va se fédérer avec des acteurs publics, avec des acteurs privés, pour respecter mieux les ressources, notamment l'eau, pour développer des énergies, par exemple le biogaz, pour faire de la méthanisation, pour isoler un certain nombre de bâtiments, et pour accompagner ce mouvement, il y a aujourd'hui près de 400 territoires à énergie positive, c'est-à-dire qui créent davantage de ressources qu'ils n'en détruisent. Nous avons là aussi créé un fonds de financement qui a été doté de 500 millions d'euros. Mais vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait un accord sur le climat à Paris en décembre 2015. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait une loi sur la transition énergétique qui puisse être votée, là encore, l'année dernière. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait des mesures qui puissent vous accompagner, même si je suis conscient que vous ne perdez rien des subventions qui peuvent éventuellement vous être promises, et celles qui n'ont pas été versées sont autant de droits que vous considérez encore à revendiquer. Mais vous avez pris de l'avance. Tout a commencé il y a 6 ans. Vous êtes décidé à ce moment-là de vous poser les bonnes questions. Quelle est la quantité d'énergie dont vous avez besoin localement? Quelles sont les ressources dont vous pouvez disposer? Comment en produire d'autres? Comment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et en même temps pouvoir produire de l'énergie sans avoir de conséquences dommageables pour l'environnement? Vous avez mobilisé tous les acteurs et vous avez même voulu créer un outil, la SEM, Société d'économie mixte, où vous avez mis communes, partenaires publics, et je les en remercie, et des partenaires privés. Et vous avez même voulu associer des particuliers qui ont pu se fédérer pour être partie prenante de l'opération. Et des entreprises qui y avaient également vocation. Et c'est ainsi que vous avez installé une chaufferie biomasse en 2012, puis ensuite une installation de méthanisation, puis un bâtiment destiné à l'exploitation du centre, puis ensuite à la fabrication de méthane, bref, un ensemble qui fait de l'économie circulaire. Et vous y avez même ajouté des espaces pédagogiques, des lieux d'échange et de valorisation. Et vous avez même l'idée d'installer des incubateurs pour qu'il y ait des créations d'entreprises. Bref,
Ce qui était au départ une intuition, une volonté, faire que la ressource puisse être économisée, pour que l'énergie puisse être gardée au bénéfice des entreprises du secteur, pour que vous puissiez être à l'avance par rapport à un certain nombre de réglementations ou de lois, vous en avez fait un outil de développement économique, mais aussi de bien-être humain. C'est un grand et beau projet. Alors bien sûr, il y a les chiffres, 15 millions d'euros d'investissement, il y a le financement, ce qui a pu être apporté par l'État, l'ADEME, les collectivités locales, et je veux vraiment ici tous les saluer, tous ces partenaires, et le Fonds européen, parce que l'Europe est également partie prenante, et je n'oublie pas les banques, caisses des dépôts, banques publiques d'investissement. C'est-à-dire, le rôle de l'État, c'est d'apporter des ressources. Mais s'il n'y a pas de projet, il peut y avoir les instruments financiers, il peut y avoir les ressources disponibles, mais elles ne trouvent pas finalement leur pleine utilisation. Voilà ce que vous avez réussi. Le succès, il est là. La chaleur produite est utilisée pour les équipements publics, les industriels de votre territoire. Vous permettez de consommer une énergie dont le prix reste stable. Vous avez même inventé une marque de carburant, qui va donc maintenant être dans toute la Bretagne, peut-être même dans toute la France. Et vous avez fait de votre territoire un facteur de progrès. Le territoire en tant que tel. Prenez cette citation d'un auteur que je connais bien, car il est de la région dont j'ai été longtemps l'élu, et qui s'interroge toujours pour savoir quel est l'avenir pour les territoires, et notamment la ruralité. Eh bien, ici, vous démontrez que la ruralité est en avance par rapport à un certain nombre d'autres territoires. Moi, je ne veux pas qu'on oppose les métropoles, les villes et les espaces ruraux. Je considère que chaque territoire a apporté son projet et que l'innovation, elle est partout, à condition qu'on sache la stimuler et la promouvoir. Je parlais d'économie circulaire parce que vous avez été capable de valoriser deux sources de biomasse, le bois et les déchets. Vous avez inventé ce système-là. Il est unique en Europe, ce qui fait que vous pouvez à la fois fabriquer, si je puis dire, de l'électricité et faire de l'injection de biométhane dans le réseau de transport. Parce que la mobilité, c'est aussi l'enjeu majeur. Voilà le message que, ici, pour ce jour historique qui est le 4 novembre. On se souviendra du 4 novembre partout dans le monde, parce que c'est l'entrée en vigueur de l'accord sur le climat. Et vous vous souviendrez du 4 novembre de Locminé, parce que c'est là que finalement tout a commencé. Et rien n'est fini, parce que rien n'est jamais fini. Parce que cette lutte que nous avons engagée contre le réchauffement climatique, pour la maîtrise de notre destin, c'est ce qui peut être aussi un facteur de mobilisation pour notre pays dans les années qui viennent. Je l'ai dit ici, c'est un site unique en France et en Europe. Mais la France doit être exemplaire. Non pas parce que simplement elle veut être à la hauteur de cet événement historique qui s'est produit au mois de décembre dernier avec l'accord sur le climat. Elle veut être exemplaire parce que c'est sa chance. Nous nous interrogeons sur ce que nous pouvons être dans les prochaines années. Qu'est-ce qui peut nous porter? Qu'est-ce qui peut nous donner cette condition qui est la réussite? Il faut toujours qu'il y ait des femmes et des hommes de bonne volonté, toujours. Rien ne peut se faire sans eux et sans elles. Rien ne peut se faire sans le rassemblement, sans l'association de tous, partenaires publics, partenaires privés. Rien ne peut se faire sans un territoire, parce que tout part d'un territoire. Et rien ne peut se faire si on n'a pas aussi une idée claire. Où voulons-nous aller ensemble? Qu'est-ce que nous allons construire ensemble? Beaucoup s'interrogent, certains se disent que c'était toujours mieux avant, que le passé c'était formidable. Faut-il se souvenir de ce qu'était la Bretagne il y a quelques années? Il y a toujours des mutations à accomplir. Ici, il y en a eu de douloureuses. Et on me rappelait qu'en 2008 avait fermé ici une entreprise. Donc il y a cette nécessité de voir loin et de pouvoir être au rendez-vous de cette double révolution. Révolution énergétique, écologique, révolution numérique.
être capable de mettre tout ce qui fait notre histoire, notre tradition, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, ici représentée, mais de les mettre en situation d'être au plus haut niveau de la compétition grâce à l'innovation. Ce n'est pas en baissant les prix, comme certains le pensent, pas davantage en baissant les salaires, ce n'est pas en allégeant les protections sociales, parce que nous avons besoin aussi de garanties. C'est en étant le plus innovant possible que nous pourrons préparer notre avenir. Voilà pourquoi je voulais ici vous dire que cette journée historique, ce 4 novembre, c'était un défi pour la France. Parce que c'était maintenant son destin qui allait se jouer, et parce que nous avons besoin de tous les territoires de France. Ici, à Locminé, vous avez montré l'exemple, vous avez permis que la France puisse se dire qu'elle avait un grand avenir en ayant réussi ce qui était finalement peut-être le plus aisé, même si ça nous paraissait insurmontable, mettre d'accord les chefs d'État et de gouvernement. Mais maintenant, le plus ambitieux commence. Comment être le pays le plus en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant notre économie et en assurant une solidarité entre les territoires. Vive Locminé, vive la République et vive la France. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, le protocole ne va pas être content, mais comme j'ai toujours un esprit rebelle, ce n'est pas le protocole qui va m'arrêter, Monsieur le Président. Je suis vraiment désolé. Il y en a ici qui sourient, mais donc, on souhaitait simplement marquer d'une façon peut-être pas originale, parce que c'est l'emblème de Locminé, on va y revenir tout de suite, mais votre passage pour l'immigration d'Isère, parce que ça fait longtemps que Locminé n'a pas vu un président de la République. C'était dans les années 60, ça remonte au général de Gaulle. Donc c'est aussi important pour le territoire d'avoir un président de la République qui vient pour un sujet comme celui-là, pour d'autres territoires sur d'autres sujets. Donc on voulait vous remettre la maillette. Je sais que Bernard Poignant, qui est là tout à l'heure, vous a fait réciter dans l'avion la chanson, n'est-ce pas? Je ne sais plus où il est Bernard, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc c'est Locminé d'origine. Donc la maillette, c'est le symbole de la ville de Locminé, c'est un clou qui était fabriqué au 19e siècle, qu'on mettait dans les chaussures ou dans les sabots pour que ça ne s'use pas. Donc c'est aussi le premier clou qu'on enfonce pour le démarrage des accords de la COP21 et le premier clou qu'on enfonce pour le démarrage de l'Iger. Et là, je pense que pour l'Iger et la COP21, il y aura plusieurs clous en tout cas. En tout cas, merci Monsieur le Président. C'était un grand honneur pour nous d'être là. Avec les clous, il faut parfois se défier. Il faut en avoir un dans la chaussure. Mais ce clou-là, celui que vous avez fabriqué il y a des générations, nous allons l'enfoncer bien profondément. Parce que c'est le clou qui à la fois rappelle l'histoire et incarne l'avenir. Enfonçons bien le clou dans l'avenir. Merci. Et vous avez quelques minutes de partir.